Et la thématique qui a été choisie pour cette session, c'est la répartition du capital initial entre cofondateurs. Et c'est un gros sujet, c'est un sujet vraiment intéressant à traiter. Et avant de rentrer dans ce sujet-là, on va quand même regarder un petit peu qu'est-ce que les mardis de la Deep Tech, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous, c'est la première fois que vous participez à ce genre d'événement. Donc en fait, les mardis de la Deep Tech, c'est un cycle de rendez-vous qu'on fait une fois par mois, le mardi, et qui vise à partager et approfondir des connaissances sur des dynamiques de fond de la Deep Tech en France et à l'international. On en est à notre 6e rendez-vous et on va aborder aujourd'hui la répartition du capital entre fondateurs. C'est un sujet qui est souvent compliqué à aborder entre associés, mais qui est vraiment primordial à traiter. C'est primordial d'y allouer du temps, d'en discuter pour prendre une décision éclairée. Et pour nous aider aujourd'hui à y voir plus clair, on va accueillir plusieurs personnes. D'abord, on va accueillir Hervé Lebray de l'INRIA Startup Studio, qui va nous présenter en fait la démarche et la méthode qui est mise en place au sein de l'INRIA Startup Studio. Et ensuite, on aura une table ronde d'environ 25 minutes avec Hervé, mais aussi avec François Brignot, qui est directeur d'investissement à Supernova Invest, et Benoît Géoris, qui est Venture Partners chez Elaya. Voilà. Donc voilà comment on va s'organiser pour cette 6e session des mardis de la Deep Tech. Et je vais vous rappeler aussi, je vais en profiter pour vous rappeler le planning. Donc aujourd'hui, on a la répartition du capital. La prochaine session, elle sera sur le design et comment on peut intégrer le design pour traiter des projets deep tech depuis le labo jusqu'à l'industrialisation. Donc on aura un petit cours magistral sur ce qu'est une démarche de design et ensuite on traitera aussi autour d'une table ronde comment aujourd'hui le design est utilisé dans les labos, auprès de startups deep tech en croissance, auprès de startups deep tech qui s'industrialisent. Voilà. Et en mars, la date reste à définir et je vous transférerai à tous l'invitation. La thématique qui sera traitée sera un peu plus macro et tournera autour de la deep tech et l'innovation de rupture au cœur d'une souveraineté technologique française. Voilà. Et là, on accueillera en fait un ex-membre de la direction du Trésor qui témoignera qui nous fera un petit retour d'expérience sur ce sujet. Voilà. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire et partager le lien des mardis de la Deep Tech en utilisant le lien que vous voyez en bas de ma présentation. Et il ne faut pas hésiter aussi à forwarder les invitations à vos collègues. Voilà. Donc, Hervé, est-ce que tu veux prendre la main sur la présentation ou est-ce que tu préfères que je partage ? On va voir. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous voyez mes slides à l'écran ? J'ai l'impression que ça fonctionne. Faut peut-être que tu... On voit votre écran. Le partage des dans une start-up. C'est bien. Alors, j'ai 20 minutes, hein, Lola, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, 20 minutes. C'est à toi. J'ai 12 slides, donc je vais essayer de bien tenir le timing, mais il ne faudra pas hésiter à m'arrêter, vu que je ne vois plus grand-chose à l'écran. Et ok, j'ai 17h05. Je vais pas présenter le partage des parts dans le cadre du Startup Studio d'INRIA, parce que le partage des parts, c'est quelque chose de plus universel. Et ce que je vais vous montrer, c'est presque l'accumulation de choses que j'ai vécues depuis une vingtaine d'années, y compris dans mon activité passée à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse. Et je terminerai quand même par 2-3 slides sur le Startup Studio, plus pour sans doute faire un peu de pub, mais pour expliquer ce que c'est aussi. Mais à nouveau, le partage des parts, c'est quelque chose qui dépasse totalement l'activité qu'on a au Startup Studio. Alors j'aime bien toujours commencer par des choses plus anecdotiques, mais vous allez voir que j'adore les données, au risque de vous fatiguer, mais si vous aimez les données, je pourrais même vous en donner plus un peu plus tard. Et ce partage des parts dans une startup, c'est un cours que j'ai donné à des étudiants pendant des années, qui durait 1h30. C'est un séminaire, un atelier que je continue à donner à INRIA, qui dure à peu près aussi 1h30, et que je peux donner à ceux qui le souhaiteraient pour rentrer plus dans le détail, parce que ce que je vais faire là, c'est un crash course vraiment rapide. Et je commence par la cap table de Google. Google, c'est pour moi l'exemple que j'utilise presque tout le temps dans tous les domaines de l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est quelque chose de très révélateur d'une vraie pratique, et en même temps, ça donne des choses
un peu plus concrète qu'un peu trop de statistiques. Google, c'est deux fondateurs qui, vous voyez, le jour où Google est allé en bourse, avaient gardé chacun 14% de leur part. Donc le premier message, c'est le fantasme que les fondateurs doivent garder le contrôle de leur entreprise est une vue de l'esprit. Et si Bray et Page n'avaient plus que 14% chacun de l'entreprise, on peut imaginer que tout fondateur peut l'accepter. Alors pourquoi ils n'avaient que 28% à eux deux? Parce qu'ils sont allés chercher des investisseurs. Des investisseurs qui avaient au total entre le série A, le série B et le série C, en fait que 26% des parts. Ça, c'est aussi quelque chose d'un peu atypique, mais la slide précédente vous montrera autre chose. Alors, ce qu'on appelle les investisseurs, le série A, vous le voyez, c'est à la fois des business angels assez célèbres. Hein. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, était dans les business angels de la série A, mais aussi l'université de Stanford, parce qu'il y a une licence d'un brevet et de la propriété intellectuelle par l'université de Stanford, et Stanford avait gardé 0,7%, c'est pas grand-chose, mais enfin ça a représenté plus de 300 millions de dollars le jour de l'IPO. Le série B, c'était deux fonds de capital risque extrêmement connus dans la Silicon Valley, Kleiner Perkins et Sequoia, qui avaient investi 25 millions de dollars à eux deux dans le série B. Puis le série C, c'était plutôt des gros corporates, des gros business angels, des fonds de pension, donc pas forcément des fonds de capital risque. Et les fonds, d'ailleurs, Kleiner Perkins et Sequoia n'avaient investi que dans le série B. Et puis, 26% plus 28%, ça fait que 54%, ça peut surprendre beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, 40% du stock de Google avait été réparti sous forme de stock option aux employés de la start-up. Alors, 5% pour le CEO, Eric Schmidt, 1,8% pour le patron des ventes, le VP Sales, Omid Kordestani, mais 40%, alors Google était gigantesque au moment de son entrée en bourse. Je crois qu'ils avaient alors je me souviens plus bien, entre 2000 et 4000 employés. Alors ça peut expliquer pourquoi il y avait autant, mais n'empêche que c'est intéressant de voir ce premier élément. Hein. Donc des fondateurs, un petit quart, des investisseurs, un petit quart, des employés 40%, et puis il y a évidemment les IPO qui avaient été vendus lors de l'entrée en bourse qui représentent 5%. Alors c'est anecdotique, on pourrait dire que ce n'est pas un révélateur d'une réalité des startups. Alors depuis une quinzaine d'années, un peu moins, entre 10 et 15 ans, je m'amuse à faire ce genre de calcul pour des tonnes et des tonnes de startups, surtout quand ils vont en bourse. Alors on pourra dire aussi que des sociétés qui vont en bourse ne sont pas révélatrices de la répartition des parts entre les différents actionnaires, mais il n'empêche que ça donne des choses. Je l'ai fait pour plus de 800 startups depuis une quinzaine d'années, essentiellement par les documents d'entrée en bourse. Et qu'est-ce que j'ai trouvé en moyenne? Que les fondateurs gardent 12% des parts de leur start-up. Ils sont en moyenne 2,2. Pourquoi 2,2? Parce que des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4, bien sûr. Les employés, c'est 22%. Alors, on comprend mieux pourquoi les VC demandent de réserver 20% en stock option pour les futurs employés. Ça donne une petite idée. Et en général, les CEO non fondateurs ont 4% des parts au moment de la sortie. Et puis les VP, les CFO, les CXO, donc CTO, COO et ainsi de suite, ont en général moins de 1% des parts. Mais à nouveau, j'espère que ça vous donne une petite idée. Le conseil d'administration, donc les membres du conseil d'administration indépendants, qui ne représentent pas les investisseurs, il y en a en général 2,6 par startup, ils ont 0,7% des parts. Les investisseurs, là, par contre, ont une plus grosse part du gâteau, 50%. Alors, il faut faire très attention parce que ça dépend des domaines. Et en particulier dans la biotech, les investisseurs ont en général beaucoup plus qu'ils n'en ont dans le software. Donc, ce travail, et j'ai mis un lien web parce que je mets tout ça sur mon blog. Si vous êtes vraiment féru de données, vous pourrez aller voir que ces répartitions des parts peuvent évidemment changer selon les domaines. Alors, j'ai mis les universités dont les investisseurs, ce sont en général pas des investisseurs, mais ce sont des actionnaires qu'on classe là. Et en général, ils ont à peu près 1% de la startup au moment d'une sortie. Hein, il faut faire attention, évidemment, il y a une dilution qui arrive un peu plus tard, qui évolue avec le temps. Ils ont en général entre 5 et 10% à la création de la startup. Et puis, les shares de l'IPO, c'est 16%. Donc, à nouveau, une répartition des parts, 12% pour les fondateurs, 20% pour les employés, 50% pour les investisseurs, et puis 16% pour les actions en bourse. Alors évidemment, tout ça, c'est une sortie, donc ça ne donne pas la répartition des parts entre les fondateurs, qui est un sacré sujet que je vais maintenant aborder dans les slides qui viennent, c'est comment on répartit les parts entre fondateurs au moment où on crée la startup. C'est un sujet super sensible,
qui peut expliquer pas mal de casses entre fondateurs et de désaccords qui peuvent des fois conduire à la rupture et des fois à l'arrêt de la start-up. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de bonne réponse sur la répartition des parts, mais il y a beaucoup de mauvaises réponses. Et je vais vous donner des pistes de réflexion. Alors les fondateurs qui ne se fatiguent pas, ils font comme Brin et Page, ils ne se posent pas de questions, ils font du 50-50. Et c'est souvent ce qui se passe pour une multitude de startups. C'est en général pas une si mauvaise idée de partir sur l'idée qu'on va faire du 50-50 ou un tiers, évidemment, quand on est 3. Plus rarement, on est 4, mais j'ai vu des cas de startups où en effet, c'était 25% chacun. Mais les pistes de réflexion, c'est les suivantes. Évidemment, quand on crée une startup, il y a les contributions passées. Qui a contribué à la mise en place de la start-up. Et il y a surtout l'implication future. Et les investisseurs et le monde de la finance en général vous dira que le passé n'a aucune importance et seul l'avenir compte. D'ailleurs, la valorisation d'une start-up en bourse, la seule valeur qui compte, c'est son potentiel futur. Sa réalité passée, elle est moindre. Ça explique pourquoi Tesla vaut certainement beaucoup plus que toutes les entreprises automobiles dans le monde. Pas parce qu'elle a plus de ventes, mais parce que les gens parient que son potentiel futur a plus d'importance. Bon, c'est un vaste débat, on ne reviendra pas là-dessus, mais je répète, les contributions passées, malheureusement, ou peut-être heureusement, comptent moins que le futur. Hein. C'est le discours de Steve Jobs, la jeunesse compte plus que la vieillesse, mais à nouveau, c'est un vrai sujet. Mais derrière l'implication future, c'est beaucoup de choses. C'est les responsabilités qu'on aura évidemment dans l'entreprise, mais c'est aussi l'expertise qu'on apporte, c'est la crédibilité qu'on a, qui on est, quel nom on représente, et ça c'est parfois important pour les investisseurs. Un prix Nobel dans la biotech, croyez-moi, ça a beaucoup plus de valeur que tout PhD qui aura réinventé la poudre. Et puis il y a la prise de risque. Hein. La prise de risque, évidemment, c'est quelque chose d'important. Donc j'essaierai de revenir sur ces éléments-là pour essayer de mettre une métrique, une quantification dans la prochaine slide, mais c'est des choses qui sont importantes. Il faut aussi penser à une allocation dynamique des parts, parce que si vous faites un 50-50 et que le lendemain, un des deux fondateurs s'en va, il ne peut pas garder 50% des parts. Donc la notion de vesting, c'est qu'en fait, vous allez vous dire, si dans 4 ans, tous les fondateurs ont gardé les mêmes responsabilités et les mêmes rôles que ce qui avait été décidé initialement, alors ce pourcentage sera confirmé. Mais si par contre les gens partent au bout de 2 ans, ils ne garderont que la moitié de ce qu'ils avaient anticipé. Et s'ils partent au bout de 3 ans sur 4, ils garderont les 3/4. S'ils partent au bout d'1 an, ils auront 1/4. Et s'ils partent avant 1 an, ils ne gardent par exemple rien du tout. C'est la notion de cliff. Donc l'idée qu'en plus, si on ne s'engage pas plus que d'1 an dans un projet, on ne pourra rien garder. Ça, c'est un deuxième élément de réflexion. La notion de vesting, c'est la même chose pour les stocks options pour un employé. Il n'aura toutes ces stocks options que s'il reste 4 ou 5 ans dans la startup. Alors j'ajoute quelque chose qui n'est pas une tradition française et pas une tradition non plus européenne. J'ai souvent entendu dire, notamment en Suisse, où il faut faire une société anonyme avec un minimum de 100 000 francs suisses, que l'argent qu'on mettait dans la start-up au moment de son immatriculation au registre du commerce devait être corrélé avec les pourcentages des parts. Et moi, j'ai tendance à séparer ces deux choses. Donc, je calcule toujours les parts sur la base des éléments que j'ai mis au-dessus, les contributions passées, l'implication future, les risques et ainsi de suite. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette répartition des parts, on peut penser à l'argent qu'il faudra investir pour lancer la start-up. Et en fait, j'ai presque tendance à dire que l'argent investi, c'est la première augmentation de capital. Créez une société avec 100 €, par exemple, faites la répartition des parts, puis faites une augmentation de capital en valorisant cette start-up. Et puis, s'il existe de la propriété intellectuelle, je l'ai mentionné pour l'université de Stanford, les universités détentrices de propriété intellectuelle, en général, prennent 5 à 10% de la start-up. J'ai réussi à bloquer mes slides, mais je reviens en arrière. Alors, je parlais d'une grille de quantification de tous ces éléments. J'ai essayé de faire un tableau plus simple que ce que je faisais dans le passé ou dans le site que vous pouvez voir en bas de l'université de Carnegie Mellon, cmu.edu, où la grille est un peu compliquée, mais j'ai essayé de faire quelque chose le plus simple possible. L'idée, c'est qu'en fait, pour chacun des éléments, la contribution passée, désolé pour avoir employé des termes anglais pour cette slide, l'expertise, l'engagement et les responsabilités, la prise de risque, je vais considérer que ces 4 quantités vont avoir la même valeur dans ma quantification. Et pour chacune des lignes, je vais allouer 10 points
à l'ensemble de mes fondateurs. Donc là, j'ai une histoire, j'ai un PhD, j'ai un doctorant, j'ai son professeur qui ont décidé de se lancer, et puis il y a une personne business qui va être le troisième fondateur, et j'ai 3 fondateurs, et je vais dire, je vais faire une répartition de 10 points pour chacun de ces éléments. Donc la contribution passée, il y a peu de chances que ce soit la personne business, c'est sans doute le PhD qui a gardé beaucoup de résultats, mais c'est peut-être aussi le professeur qui avait donné le sujet de thèse et qui avait contribué à, donc j'ai mis 8 et 2. Tout ça, je reviendrai là-dessus sur la manière de le faire, parce que c'est toujours très subjectif. L'expertise et la crédibilité, c'est clair que le doctorant, il en a très peu, à part son propre savoir-faire. La personne business en a sans doute beaucoup pour beaucoup d'éléments, et le professeur aussi, ne serait-ce que dans sa renommée. Je parlais de prix Nobel tout à l'heure. L'engagement et les responsabilités, par contre, on peut imaginer que le professeur en aura moins. Et puis, la personne business sera peut-être le patron des ventes, ce sera peut-être le CEO, peu importe. Je pense que les titres, il ne faut pas les répartir trop tôt, il faut laisser les fondateurs travailler ensemble pendant un certain temps. Et puis le doctorant, lui, il aura ses propres responsabilités. La prise de risque, même chose, si le professeur reste permanent dans l'université, il ne prend aucun risque, raison pour laquelle je ne vais pas donner de points. Maintenant, la prise de risque pour le PhD, elle est peut-être nulle, parce qu'au fond, il n'avait peut-être pas de travail, c'est peut-être une occasion en or pour lui, donc la prise de risque, on aurait pu mettre les 10 points pour la personne business. Donc en fait, quand je fais ce calcul, j'ai réparti mes 10 points, je fais la somme, ça donne 18 points pour le PhD, 6 points pour le professeur et 16 points pour la personne business. Je rapporte ça à mes 40 points et ça fait 45% pour le PhD, 15% pour le professeur et 40% pour la personne business. Alors quand je donne un conseil, je le fais à l'INRIA et je l'ai fait à l'EPFL avant, en fait je donne cette grille non remplie à tous les fondateurs, je demande à chaque personne dans son coin de la remplir, et puis en prenant pas mal de bière, mais ce n'est pas politiquement correct, ni de vin, ou en prenant en tout cas des choses qui permettront de calmer l'atmosphère, les gens se montent les grilles et comparent. Et s'ils ont la même grille, tant mieux. Et s'ils ont des grilles très disparates, il va falloir un certain temps pour essayer de converger et d'expliquer pourquoi on est arrivé à ces chiffres. Et parfois, j'ai joué le rôle de médiateur. Parfois, nous, dans les bureaux de transfert de technologie, on peut essayer de faire un rôle de médiateur avec les fondateurs, mais ce n'est pas un sujet facile. C'est un sujet d'autant plus difficile que je me souviens m'être retrouvé dans un jury de business plan à Zurich avec cette personne qui s'appelle Penny Schiffer et qui travaillait pour Swisscom Ventures. Et à l'époque, il y avait 2 étudiants et un professeur de ETH Zurich qui avaient décidé de se répartir les parts à un tiers, un tiers, un tiers. Et j'avais dit, c'est une catastrophe. Et elle avait été très choquée, elle ne m'avait pas cru. Et plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi elle me comprenait pas, et je lui avais montré un peu quand même les grilles, elle a fait un petit sondage sur Twitter, et elle a demandé à des gens cette phrase-là, Professors as co-founders, which equity percentage is fair if a startup kicks off in a lab, but the prof has no active role? Donc elle a lancé un petit sondage, elle a eu 51 réponses, et elle a obtenu le résultat suivant. Elle a obtenu pas plus de 2,5% pour le professeur, 63% des gens pensaient que c'était la bonne métrique. Entre 5 et 15%, c'est toujours correct, c'était 20% des gens, un peu moins. 0%, ça n'est pas son IP, c'est l'institution qui devrait être l'actionnaire, c'est 15% des gens qui pensaient ça, puis il y a une personne qui disait jusqu'à 30% c'est OK, donc le un tiers que Penny défendait, c'est peut-être un professeur qui voulait défendre ces éléments, mais ça représente que 2%, donc une personne sur les 50. Et puis je me suis amusé à faire une petite pondération, si 63% des gens pensent que c'est entre 2 et 5%, 20% des gens pensent que c'est entre 5 et 15%, vous vous amusez à faire la pondération de tout ça, et vous obtenez entre 3 et 7%. Donc si je reviens à mon exemple précédent d'un professeur qui avait 15%, on pourrait même imaginer que j'avais été extrêmement généreux dans les parts, puisque ici j'arrive entre 3 et 7%, et très souvent, une personne qui n'a pas un rôle actif, avoir déjà plus de 5% dans une start-up, c'est énorme. Et souvenez-vous, les membres du conseil d'administration qui étaient à 0,7%, on voit à quel point il y a des sujets qui peuvent être super sensibles, parce que je l'ai vécu dans beaucoup d'environnements académiques. Un permanent chercheur qui n'est pas permanent dans une start-up, ça pose de vraies questions. Une autre piste, vraiment une réflexion pour la pensée, c'est comment on répartit les parts une fois qu'on a nos fondateurs. J'ai essayé de donner des petites règles de 3, des petits pourcentages, avec l'idée que si on a une petite start-up qui a 20 personnes, vous pouvez peut-être donner 10% au CEO,
4% aux 2 VP, ce qui représentera 8% des parts. Et puis, 2 seniors, s'il y a 2 seniors dans la boîte, vous leur donnez 1% chacun. Pardon, j'ai donc donné 10% au CEO, 2% à chacun de mes VP, 0,4% à mes seniors et 0,08% à mes juniors. Alors, la règle de 3 que j'applique à toutes ces choses-là, c'est qu'en fait, je divise par un facteur 5 avec le niveau de responsabilité. Et si vous faites les pourcentages selon les responsabilités multipliés par le nombre de personnes, vous arrivez à 16% des parts pour cette startup. Si j'ai une startup qui est devenue déjà beaucoup plus grosse, c'est-à-dire si j'ai 100 personnes, le CEO aura peut-être un peu moins, il aura 7,5% des parts. Si j'ai 7 VP, ils auront 1,5% des parts. Et puis, j'ai ensuite 17 seniors et 75 juniors, et vous voyez que j'arrive à 28% des parts. Et puis, si j'avais, c'est une start-up, une ETI, 500 employés, ben, vous voyez que je retombe sur mon CEO qui a 5% des parts, hein, c'était le cas d'Eric Schmidt, mon VP qui a 1%, mes VP qui ont 1% des parts, mes seniors qui ont 0,2% des parts, et puis les autres employés qui ont à peu près 0,04% des parts. Ça, c'est plutôt une règle de 3, non pas sur le partage des parts entre fondateurs, mais le partage des stocks options selon les responsabilités des personnes. Je crois que j'ai presque fini, et puis je vous parlerai du Startup Studio dans les 2 prochaines slides. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait une discussion très très en amont afin d'éviter tout malentendu et possible future frustration. Si des gens partent dans une startup et ont l'impression qu'ils se sont fait avoir et qu'ils y vont quand même, un jour, il y aura un problème. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir cette discussion. L'outil que j'ai présenté, c'est qu'une aide à la décision. On peut s'en passer, on peut considérer qu'il est trop compliqué, mais si ça permet de préparer la discussion, pourquoi pas. Et puis, dans la grande majorité des cas, les fondateurs à plein temps dans une startup ont le même nombre de départs dans la startup. C'est ça la réalité. À nouveau, je défends ça parce que le 80-20 ou le 60-40, ce n'est pas forcément une bonne idée. L'idée que des fondateurs qui s'impliquent à fond, je parle bien des gens qui sont à plein temps dans la startup, qu'ils aient les mêmes parts, ce n'est pas forcément une mauvaise idée du tout. Alors, je vais vite terminer parce qu'on m'avait demandé de le faire, mais c'est un sujet qui n'a rien à voir. Un petit peu de pub pour ce Startup Studio. Si vous ne le connaissez pas, c'est un programme qui a été lancé par INRIA en septembre 2019 avec un objectif de soutenir 100 projets par an à l'horizon 2023. C'est un objectif très très ambitieux. Je ne sais pas si on l'atteindra, mais si vous êtes plus curieux, vous pouvez aller sur notre page web. Et puis si vous avez accès à un intranet INRIA pour différentes raisons, vous verrez que sur l'intranet, il y a encore beaucoup plus d'informations. Pour vous donner une petite idée, depuis septembre 2019, c'est 70 projets qui ont été soutenus, avec une typologie de projets, de porteurs, pardon, qui est extrêmement variée. C'est à peu près 8% de chercheurs permanents. Et les chercheurs permanents, c'est un peu comme les professeurs dans mon exemple, ne sont pas la majorité des fondateurs de start-up. Par contre, vous voyez qu'on a à peu près 37%, en fait 32 jeunes postdocs et doctorants, donc une grande quantité de jeunes chercheurs. On a aussi des ingénieurs chez INRIA, ça représente un 15%, 13 ingénieurs. On a eu des jeunes diplômés. Alors là, vous allez vous dire, mais des jeunes diplômés, INRIA n'a pas de jeunes diplômés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend au Startup Studio des porteurs de projets qui ne sont pas INRIA. Donc on a des jeunes diplômés de Télécom Paris, de différents masters de l'université. Et puis on a même des non-académiques, donc des gens qui ont une personne qui a fait son CIFRE chez Orange, qui a travaillé 3 ans dans le privé, puis qui est revenu avec un projet de start-up, et on l'a intégré. Donc on a aussi des gens que j'appelle non académiques, c'est-à-dire des gens qui ont en général un parcours académique, parce que le Startup Studio reste focalisé sur la deep tech, mais pas forcément des gens qui avaient un profil académique au moment où on les a recrutés. Et puis dernière chose, pour parler du projet, c'est quoi le programme du Startup Studio? Eh bien, c'est le financement à travers un salaire des porteurs de projets, 1 à 2 personnes, c'est un maximum de 2 personnes. C'est sous la forme de 6 mois renouvelables, donc on peut financer 2 personnes pendant 1 an, avec un soutien entrepreneurial, l'accompagnement classique que vous connaissez tous lorsqu'on parle de start-up. On le fait dans une logique de board, c'est-à-dire qu'on laisse les porteurs décider de leur destin et on les suit, on les accompagne. Alors ça se fait dans une double dimension, puisqu'INRIA, c'est 8 centres de recherche en France. Le programme du Startup Studio, c'est 4 personnes. Donc il y a une personne du Startup Studio et une personne dans les centres qui accompagnent les porteurs de projets, qui sont hébergés dans les centres. On leur donne un accès à un écosystème. On essaie de faire en sorte que les connexions régionales ou nationales se font bien, écosystème dans les territoires. On fournit du matériel, un peu de budget pour les missions. On espère mettre en relation
avec des VC. Benoît Joris, qui participe à la table ronde, le sait bien, puisqu'il est à notre comité de sélection des programmes, qui est la condition nécessaire pour entrer dans ce programme. On a un accord de maturation, donc les porteurs savent à quelle sauce ils vont être mangés, entre guillemets. Et notre programme est simple, puisque en échange de ce soutien et de la propriété intellectuelle qui est générée pendant l'année de construction, INRIA prend 5% de participation à la création de la start-up sous la forme d'un BSA. C'est un financement d'1 an. On a conscience que c'est très court, ça peut s'arrêter au bout d'1 an. Enfin, pardon, c'est très court, et créer une start-up au bout d'1 an, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a après un biseau, on laisse du temps aux porteurs pour prendre leurs décisions, pour peut-être se faire maturer ailleurs. Ça, il y a plein de possibilités. Donc, on peut étendre notre accord de maturation à 2 ans. Et puis, si la start-up se fait, on prendra 5%. Puis, si la start-up ne se fait pas, parce qu'il y aura beaucoup de déchets, sur les 70 projets qu'on a soutenus, une dizaine ont arrêté, il ne se passera rien, eh bien, on continuera ainsi. Et puis, on a aussi des formations, des ateliers, comme l'atelier de répartition des parts. Voilà, j'ai fini ma présentation. Il est 17h30. J'espère que j'ai tenu le timing. Je suis soit preneur de questions, soit on ouvre la table ronde. À toi, Lola. Merci beaucoup. On va ouvrir la table ronde et on prendra les questions. Je vais essayer de les intégrer à la table ronde et on en prendra quelques-unes à la fin si on a le temps. Du coup, je vais demander peut-être à François et Benoît de nous rejoindre, de réactiver votre micro et votre caméra, si vous êtes avec nous. Bonjour François. Bonjour Benoît. Donc, l'idée de cette table ronde, c'était de poursuivre un peu ce débat autour de la répartition du capital avec des gros sujets, et c'était important pour nous d'avoir l'avis de fond autour de ce sujet. Donc, on rajoute à la discussion aujourd'hui François Bregnaud. François, tu es directeur d'investissement chez Supernova Invest, et Benoît Géoris. Benoît Géoris, tu es Venture Partners chez Elaya. Donc, je suis ravie de vous avoir autour de la table aujourd'hui. Et j'ai une première question pour vous deux. En fait, en tant que VC, quelle est l'attention que vous portez en fait à la table de capitalisation avant d'investir dans un projet ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez surtout pas voir ? Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez ? Ou même, est-ce que vous faites des fois des demandes de modification sur des répartitions qui ont été faites au préalable ? Alors, je vais peut-être déjà répondre en premier lieu. Donc, Supernova, nous, on est très orienté sur des investissements où il y a beaucoup de technologie. Donc en fait, dans la société qu'on a en face de nous, il y a obligatoirement un expert technologique qui a un poids important dans la valeur de l'entreprise. Et deuxièmement, nous, on intervient au premier tour de table, donc on a des choses assez early. Et effectivement, on regarde la table de capitalisation, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire investir ou non. Par contre, on peut voir des incohérences et on échange avec les dirigeants en espérant les convaincre de ces incohérences. Si les incohérences sont trop dramatiques, ça peut nous amener à ne pas investir à la fin. Donc, et c'est vrai que j'ai 3 types de situations qu'on peut rencontrer. On a la situation du dirigeant qui a fait le vide autour de lui et qui a 90% des parts, alors qu'en fait c'est un projet qui nécessite pas mal de monde autour de la table et c'est le seul à être vraiment intéressé dans l'histoire. On a la situation à contrario, effectivement, d'une personne qu'on pense clé et qui est un peu diluée et qui nous, voilà, ça nous heurte un tout petit peu sur le sujet. Et puis, on a des situations où tout le monde s'est mis à égalité. On en a parlé, et en fait, les profils étant très différents, l'apport de chacun étant différent, on ne comprend pas très bien cette égalité. Bon, dans un cas comme ça, peut-être qu'on fera le dossier. Et donc, justement, on avait une question autour du sujet de la règle du 50-50. Quel est ton avis là-dessus, s'il y a une répartition 50%, 50% entre plusieurs associés ? Alors, je ne répondrai pas directement à ça. Pour moi, il faut déjà faire un point de recul. C'est que, pour moi, le pourcentage, beaucoup de gens imaginent que c'est le pourcentage de décision de l'entreprise. Or, les décisions se prennent souvent en board, et donc on remonte rarement jusqu'à la table de capitalisation. Donc, pour moi, il faut que tout le monde puisse avoir en tête que c'est quelque part une valeur patrimoniale qui est divisée entre différentes personnes, au stade où nous, on investit sur un premier tour de table. Donc voilà, donc je vois plus la valeur patrimoniale que l'aspect décisionnel.
Et puis après, je dirais, on peut être dans une situation, et je l'ai, par exemple, une société qui est en bourse aujourd'hui, qui est Arcure, qu'on a accompagnée. Les deux dirigeants ont toujours été à parts égales. Ils viennent de l'industrie avant, ils ne viennent pas de la recherche, contrairement à la plupart de nos dossiers. Et il y a une bonne raison, c'est parce qu'en fait, ils ont les deux les mêmes capacités, sont répartis les décisions opérationnelles, et ça ne me fait aucun problème parce qu'ils aient 50-50. Le problème, c'est quand on a 50-50, une personne qui porte l'entreprise par rapport à une personne qui est sur le porte-bagages. Voilà, pour faire simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Et donc ça, c'est choquant. Pour une question, alors c'est un peu bizarre, hein, on est des financiers, mais c'est une question d'équité. Vaut mieux être cohérent sur tout un projet, parce que quand il y aura une difficulté, quand il y a une crise, il faut décider. Et pour le coup, peut-être qu'on remontera à l'Assemblée Générale. Et pour le coup, moi j'étais cofondateur de société à l'origine, avant d'être investisseur. Et en fait, moi, j'avais que 35% départ par rapport à la personne avec qui j'avais créé l'entreprise. Et c'était normal, on était à l'aise. Et en plus, je lui ai toujours dit, s'il y avait un conflit entre nous, c'est lui qui décidait in fine. Et c'est important, c'est plus important en période de crise de savoir comment on fonctionne qu'en période normale de se dire comment on répartit des parts. Voilà, je laisse Benoît s'exprimer également sur le sujet. Toi, Benoît, chez Laïa, comment est-ce que vous fonctionnez sur ce sujet? Oui. Alors, globalement, je suis d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterais peut-être quelques colorations. Alors, ce qu'on ne veut pas voir, parce que Lola, tu demandais qu'est-ce qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir de cap table monofondateur. En tout cas, pour nous, c'est clairement un critère où on refuse l'investissement. C'est-à-dire que l'aventure entrepreneuriale étant tellement compliquée, on pense qu'il est plus que raisonnable d'avoir plusieurs personnes autour de la table. Et quand on a dit ça, on veut en même temps qu'il n'y en ait pas de trop. Donc, le bon nombre, c'est entre 2 et 4 ou 2 et 5. Mais on ne veut pas en voir une et on ne veut pas en voir non plus 10-12. Donc, voilà, c'est un petit peu le cadre de référence. Et je dirais que ça, c'est peut-être une réponse un petit peu plus concrète des 24 derniers mois. On fait face à une recrudescence d'intérêt du capital risque globalement, y compris européen, voire américain. Et donc, on se doit d'être souple. Et s'il y a des cap tables qui ne sont pas bien structurés, on peut être relativement créatif pour les restructurer. Et très concrètement, ça veut dire quoi? J'ai d'ailleurs une opération en cours où c'était le cas. Il y avait 4 fondateurs, il y en a 2 qui étaient devenus non opérationnels pour X, Y, Z raisons personnelles. Le CEO m'a tout de suite dit, bon, ça ne me pose aucun problème. Et néanmoins, après quelques séances de travail ensemble, il s'est convaincu qu'il était raisonnable de changer ça. Et donc, il y a une partie qui a été rachetée par le CEO et une partie qui s'est faite sous forme d'émission de BSPCE. Et donc, cette émission a compensé ou a dilué les 2 non opérationnels. Donc, il y a différents outils qu'on peut utiliser pour changer un petit peu le pourcentage initial des choses. D'accord. Alors, il faut être je voudrais juste préciser un point, c'est que, bien évidemment, ce sont les actionnaires et les dirigeants de la société qui possèdent la décision. Sur un premier tour de table, nous, on est là pour leur montrer la logique. Ce qu'on aimerait, c'est qu'ils comprennent nos échanges. On ne donne pas non plus des pourcentages en disant qu'il faut aller à tel endroit. On voit qu'il y a des crispations et des problèmes dans l'entreprise. Donc, on est là pour les conseiller. Effectivement, soit on est écouté et puis voilà, les choses se continuent. On peut ne pas l'être et ça rejaillit d'autres problèmes. Ce n'est pas un problème uniquement de répartition de capital. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y a des problèmes qui, à travers ça, existent. Et à ce moment-là, nous, ça nous fait ne pas aller. Mais il faut bien voir ça comme n'étant pas une pression, des obligations ou quoi que ce soit. C'est plus un mécanisme où, en venant, un investisseur, ce n'est pas un banquier, c'est un associé. Et donc, on veut être partie prenante d'autres associés qui se sentent à l'aise autour d'une table de capitalisation. C'est surtout ça le mot que je vais évoquer sur l'aspect VC. D'accord. Et du coup, dans cette phase de conseil auprès des porteurs de projets, est-ce que vous vous basez sur des standards, des benchmarks ou des fourchettes qui peuvent permettre de guider les porteurs de projets, ou c'est vraiment du cas par cas en écoutant le mode de fonctionnement d'une équipe fondatrice? De toute façon, je pense qu'on est un métier d'artisan, on ne fait que du cas par cas
dans nos métiers Orly de capital risque, hein, ça c'est clair. On cisaille le projet par rapport à ses caractéristiques propres. Ça peut être possible de reproduire un schéma antérieur, mais nous, en tout cas, on essaye de faire vraiment par rapport aux éléments qu'on a devant les yeux. C'est très difficile de faire des généralités. Benoît ou Hervé, est-ce que de notre vous voulez côté, réagir? Ouais. De notre côté, on n'a pas de règles ou de template bien figé non plus. Je dirais que ce qu'on va surtout regarder, c'est l'équilibre entre les personnes en matière de représentativité par rapport à ce qu'Hervé a évoqué, l'engagement, le risque, les rôles, etc. Et ce qu'on va aussi regarder, c'est la perspective du tour suivant. Parce que quand on est un amorceur, je pense que François et moi, on est un petit peu dans la même catégorie du premier investisseur autour de table professionnel. On va surtout regarder nos chances de refinancement. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce n'est pas nous qui seront décisifs jusqu'à l'IPO. Hein. Il faut être raisonnable, réaliste. Et donc, on va chercher à comprendre, surtout nos confrères de Série A, comment ils voient les projets, quelles sont leurs propres contraintes, et est-ce qu'on peut y arriver une fois qu'on est dedans. Et si ce n'est pas le cas, de nouveau, discuter avec le fondateur les fondateurs pour voir comment on peut anticiper ce Et à votre avis, est-ce qu'il y a des différences ou des particularités en fonction du secteur d'activité dont est issu le porteur de projet? Oui. Oui, très clairement, nous, on fonctionne sur 4 thématiques. On est sur les sciences de la vie, on est sur tout ce qui est IT, microélectronique. Moi, je gère les parties plutôt industrie. Et puis, on est sur les clean tech, voire un peu de digital et un peu d'agro. Et en fait, comme Hervé l'a dit tout à l'heure, en particulier sur les sciences de la vie, on peut être amené à intégrer des personnalités au capital qui ont un impact important, ou des professeurs de médecine. C'est très difficile quand ils sont à l'origine d'une technologie de ne pas les avoir au capital quelque part. Finalement, c'est des gens très attentifs à la valeur qu'ils créent, ils en sont conscients. Voilà, donc on peut être même à avoir ça. Puis il y a aussi une différence qui est fondamentale à la création, c'est que nous, on rencontre aussi pas mal de projets, enfin on parle de l'INRIA, où nous, on est très proche du CEA, et j'ai accompagné plus d'une trentaine de projets sortant du CEA, et en finale, on travaille aussi sur des projets qui sont des spin-offs de groupes industriels, qui peuvent prendre des parts au capital aussi, à côté des personnes physiques, puisqu'il y avait des choses qui avaient été développées auparavant. Il y a la partie, donc l'origine du projet compte aussi énormément dans la table de capitalisation, et on en tient compte. On a un gros sujet en ce moment sur un domaine médical qui est une spin-off aussi. Donc il y a beaucoup de contextes différents, et donc évidemment ça a un impact. Et donc selon les filières, il y a des différences, mais je reviens quand même à mon point de départ. Le plus important, c'est que tout le monde est bien à l'aise là où il est, c'est-à-dire qu'il sent que sa contribution y est reconnue, et il sent que les efforts qu'il va contribuer pour la valeur de l'entreprise, il sera rémunéré à son bon niveau, et ça compte pour les investisseurs quand ils rentrent aussi. Donc s'il y a un déséquilibre, à un moment donné, la moindre crise, ça va se retrouver sur la table. Ok. Et pour toi, Hervé, sur le secteur du numérique, justement, est-ce qu'il y a des spécificités autour de cette question? Alors, en fait, non, je mets la biotech totalement à part, parce que des fois, il n'y a même pas de fondateur dans la startup, hein, donc la biotech est très à part, et des fois l'instrumentation médicale, mais tous les autres domaines, j'ai l'impression que c'est la même chose. Qu'on parle de hardware, de robotique, d'électronique, d'énergie, j'ai l'impression que c'est les mêmes dynamiques, et c'est celle que j'ai présentée. La biotech, pour une raison un peu mystérieuse, et je l'ai vu dans plein de données, voilà, c'est à part. C'est à part parce qu'il y a des VC qui créent les startups dans la biotech, hein. C'est un monde très particulier, alors que dans le numérique, sans fondateur, sans équipe, il n'y a pas de startup. En fait, l'équipe fait tout dans le numérique. Dans la biotech, c'est la technologie qui fait tout. Enfin, oui, en étant caricatural. Non, mais ce qui se passe, c'est que dans la biotech, les choses sont très structurées pour développer des produits par la réglementation, et on est capable d'externaliser 90% des fonctions. Donc, on a des boîtes de biotech avec 6 personnes qui gèrent des budgets où ils dépensent plusieurs millions d'euros par an. Et ça ne se retrouve pas dans les autres secteurs pour différentes raisons. Voilà, c'est un cas un peu à part. Donc, ça rejaillit sur les tables de capi.
ce qui est surprenant dans cette diversité des domaines, c'est, François l'a très bien dit, une start-up biotech qui va en bourse, elle va en bourse avec 30 à 50 employés. Et dans tous les autres domaines, c'est 500 à 1000 employés. Et voilà, il n'y a pas d'autres. Alors par contre, les levées de fonds, c'est les mêmes, hein. On croit que dans le numérique, il y a besoin de moins d'argent. Non, il y a besoin aussi de centaines de millions, mais pour différentes raisons. C'est pour trouver les clients, alors que la biotech, c'est pour faire des essais cliniques. Voilà. Donc la répartition des parts, je n'ai pas le souvenir qu'il y avait des spécificités dans le numérique. Non. Alors après, il y a le CEO fondateur, non fondateur, ça, on aurait de vastes débats sur qui est le bon CEO dans une start-up, est-ce que c'est un fondateur ou pas, mais il n'y a pas de règle. On est dans un artisanat, j'ai entendu la phrase, et je pense que ça reste un artisanat, ce monde des start-up et de leur financement. Pardon. Et toi, Benoît, côté Elaya, est-ce que tu vois des spécificités autour des secteurs sur lesquels tu interviens? Ou est-ce que tu es en phase? Alors, je suis en phase. Je pense vraiment que dans le digital, le software étant très plastique, il faut qu'on ait les créateurs de la technologie à bord. Parce que quand il y a besoin de faire évoluer le logiciel aux besoins du marché ou des clients, on a besoin d'eux. On ne peut pas se dire qu'un sous-traitant pourra faire le job. Ça, c'est pas vrai. Et alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je perçois quand même 2-3 éléments, effectivement, sur ce qui est plus pharma, biotech et molécules. Alors, moi, ce que j'en comprends, c'est que, la notion de propriété intellectuelle ou de brevet est plus prépondérante encore dans la biotech, parce que finalement, une fois qu'on a la molécule, effectivement, on peut outsourcer, etc. Et donc, il y a peut-être plus de valeur qui revient aussi au labo initial qu'à la personne même. Et je dirais aussi que comme ce sont des sociétés qui ne font pas beaucoup de revenus rapidement et qui a besoin de beaucoup de capitaux, il y a quand même une dilution plus massive. Et j'ai vu quelques exemples, notamment sur le marché belge, où il y a des biotech qui lèvent des centaines de millions, où les valorisations ne sont pas en milliards. Et donc, mécaniquement, on arrive à des dilutions de 30, 40, 50, 70%. Et donc, ça tasse vraiment les dirigeants, quoi. Donc, je pense que c'est vrai que c'est un secteur qui est quand même relativement à part. D'accord, merci. On va prendre une dernière question avant de peut-être passer aux questions des participants. Mais si vous aviez un conseil ou une bonne pratique à partager à un porteur de projet ou à une équipe de porteurs qui aujourd'hui travaille sur la répartition de capital, ce serait quoi? Alors, d'abord, enfin, c'est pas un conseil, c'est la réalité. Ça se construit autour d'où vient la dynamique. Effectivement, dans un projet, il peut y avoir une personne qui représente la dynamique. Dans d'autres projets, on est sur 2 ou une vraie équipe de 3 personnes. Et donc, c'est quand même à ces personnes-là d'organiser leur actionnariat. Il faut voir aussi que quand on est un actionnaire, c'est en dur. Et après, on peut avoir des déboires par la suite parce qu'ils ne veulent pas signer les documents, ils ne veulent pas être présents. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas non plus beaucoup de monde autour de la table, ce n'est pas qu'une question patrimoniale, c'est aussi une question du quotidien. C'est pareil, quand on va changer des choses et qu'il faut faire le tour de 10 signataires, de 20 pour arriver à changer tel ou tel élément de pacte ou autre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, faut réfléchir à ça. Et pour moi, il y a 3 catégories d'actionnaires autour de la table. Donc, les gens qui sont sur la dynamique et qui doivent décider de la répartition, et entre eux. Il y a ceux qui y contribuent de l'extérieur. Et moi, dans la boîte que j'ai créée, on a quand même laissé des parts à des gens qui étaient dans le laboratoire, avec une logique très précise. On est resté 4 ans dans le labo et ils avaient les inconvénients. Et donc, c'était bien d'avoir une fois par an un échange autour de l'Assemblée générale avec eux. Ça leur permettait de voir comment la société évolue. Et voilà, donc il y a un contexte de contribution qui est important. Et puis après, il peut y avoir des partenaires autres qui sont soit des personnes physiques ou une autorité particulière qui vont tirer la boîte de l'extérieur, soit, on l'a évoqué, des universités, le CEA prend des parts aussi. Ils ont un autre rôle dans l'histoire, mais c'est les 3 catégories. Et pour moi, effectivement, 70 à 80% des parts doivent être adressées à ceux qui font la dynamique de la boîte de l'intérieur, et puis le reste sur l'extérieur. C'est le seul conseil parce qu'après, encore une fois, il faut avoir tous les éléments devant les yeux pour porter un jugement quelconque. Benoît, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou un conseil ou une bonne pratique à partager? Alors, moi, je reprendrai ce qu'a dit Hervé de bien discuter.
Donc ça, c'est sûr. Et ce que j'ajouterais, c'est le côté pragmatique. Il y a des tas de challenges, donc il ne faut pas non plus y passer des heures ou des semaines ou des mois. Il faut se dire les choses, il faut reconnaître que c'est un sujet qui est critique et qui devra être revisité et quelque part de s'engager à être ouvert et à négocier de bonne foi parce que ça va bouger. Moi, dans ma startup précédente, au premier tour de financement, quand les angels ont vu la tête de la cap table où on était tous et qui répartis, ils nous ont dit voilà, il faut absolument vous restructurer. Voilà, ça a pris 24 heures. On s'est réunis, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit on prend le chèque et on restructure, soit on laisse passer l'opportunité. Bon, ça a été vite vu. Donc, je pense que c'est clé de reconnaître qu'il faut être très rapide pour exécuter les sujets critiques que sont commerce et croissance. Je dirais même c'est un révélateur. C'est un révélateur d'état d'esprit des gens autour de la table. Donc c'est toujours intéressant. Et c'est le moment où je crois qu'on comprend ce que c'est qu'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de mettre n'importe quel chiffre. Et en fait, il faut être en capacité à mettre les bons chiffres pour que les gens aillent dans le bon sens pour la suite. Et c'est là où on voit la liberté qu'on a sur le métier d'entrepreneur quand on est à faire sa première table de capitalisation. Je peux vous partager une anecdote en 30 secondes où le jour où j'étais dans le VC à l'époque, où on avait une cap table où on avait 3 fondateurs à 44, 33 et 22, et qu'on a vu que la personne qui était à 33% n'apportait aucune valeur à la startup, parce que c'était un consultant qui avait fait du très bon boulot d'écriture de business plan. On a dû lui expliquer qu'il allait tomber à 2% et qu'il n'allait pas rester dans la startup. Ça s'est très bien passé, paradoxalement. Ça l'a presque soulagé. Mais je peux vous dire que ça a été du sport. Parce qu'ils avaient fait l'erreur, ils avaient fait une énorme erreur par naïveté en pensant que cette personne serait nécessaire à la start-up. Quand il faut restructurer, ça peut quand même faire de la casse. Ok, merci beaucoup à tous les trois. On a 2 petites questions là qu'on a le temps de prendre, donc c'est bien. La première question, c'était comment est-ce que, en tant que VC, vous réagissez à la prise de participation d'un startup studio, par exemple, autour de 20-30% dans le capital d'une startup? C'est une excellente question. Et la réaction n'est pas évidente. D'abord, moi, à titre personnel, je n'ai jamais investi dans ce genre de cas. Donc, c'est facile pour moi d'y répondre. Et je pense même dans l'équipe, on a peu d'exemples de ce type-là, parce qu'en fait, encore une fois, on est moins sur le numérique, et c'est souvent sur le numérique, même s'il y a aussi des dossiers qui portent par ailleurs. Mais je sais que, par exemple, des dossiers sortant du CEA, le CEA avait monté des parts jusqu'à 30%. Sur ces dossiers-là, on a demandé une restructuration. Alors, le CEA n'est pas tombé à zéro, mais donc avec d'autres investisseurs, voilà, il y a eu. Dès qu'on dépasse les 20%, ça va devenir un dossier sensible parce qu'on rentre, quand je disais tout à l'heure 70-80% sur l'opérationnel, je parle d'un premier tour. Après, il faut voir ça dans le temps. Mais après, ça dépend le sujet, ça dépend quelle est la valo de sortie et la valo du tour, parce qu'on peut s'accorder sur ça aussi. Mais quand on sait qu'on est contraint parce qu'on ne gagnera pas de l'argent à la fin, ça peut devenir un sujet. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas une expérience de 10 ans sur le sujet, alors que j'en ai 20 sur l'investissement. Mais par contre, ce n'est pas forcément rédhibitoire, mais nécessairement, ça posera des questions dans l'instruction. D'accord. Et du coup, bon, nous, on a fait quelques dossiers avec des studios. Donc, bien entendu, notre partenaire INRIA, mais pas que. En général, on trouve des solutions. Et je dirais, alors, ça dépend, comme dit François, de toute la valeur qui a été créée, qu'elle soit monétaire ou non, parce qu'il y a des studios aussi qui mettent de l'argent dans le capital. Et donc, ça, c'est une valeur certaine. Je voudrais en profiter pour vraiment réajouter encore un petit outil qui est devenu encore plus populaire depuis ces 24 derniers mois. Il y a la notion de transaction secondaire. Donc, c'est-à-dire que l'investisseur qui rentre au tour de capital ne fait pas qu'acheter des nouvelles actions, il peut aussi acheter des actions existantes. Et donc, on a eu un cas l'année dernière où un startup studio avait 40% de la startup. Bon, après transaction, on est revenu plutôt dans l'épure d'une 20aine de %, comme l'indiquait François, mais ça ne s'est pas fait juste par une dilution, ça s'est fait par un rachat. Et il faut comprendre que le studio y voit aussi un intérêt,
parce qu'une de ses métriques, c'est de montrer que son studio il est pérenne en matière de fonctionnement et qu'il a des succès, qu'il peut faire des retours en capital. Et donc, c'était un gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il reste incentivé à une hauteur significative et il a eu du cashback qu'il peut redéployer dans les futurs projets. Donc, voilà, je pense que de nouveau, le maître mot, c'est ouverture et discussion. Ok, merci, merci à tous les deux. Il y avait une autre question, mais je crois qu'on y a déjà partiellement répondu finalement. C'est est-ce que vous avez des méthodes que vous partagez aux porteurs de projets pour les aider dans la répartition du capital, mais j'ai l'impression que c'est plus du cas par cas. C'est plus de l'humain, je dirais. D'accord. C'est plus d'abord de l'humain. Et puis après, si ça passe pas par l'humain, bah, on est obligé de trouver des idées pour rationaliser en mettant par écrit des idées, quoi. Mais normalement, la première phase, ça doit fonctionner. Ok. Bon, ben, merci, merci à tous les trois. En tout cas, c'était très enrichissant d'avoir votre point de vue de vie ici sur cette question du capital, la répartition du capital, et d'avoir aussi le partage de la méthodologie d'Hervé et l'INRIA Startup Studio. Ça nous a, en tout cas, moi, ça m'a pas mal éclairé sur le sujet, et j'espère que ça a été le cas pour l'ensemble des participants. Je vais reprendre la main et vous repartager peut-être les prochaines dates des mardis de la Deep Tech avant qu'on se quitte. Hervé, est-ce que toi, ça te dérange pas de partager les slides que tu nous as présentés? Ah oui, oui, bien sûr. On peut les envoyer avec notre mail de remerciement? Absolument, il n'y a rien de confidentiel, elles sont disponibles. Oui. Très bien, parce que je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Mais du coup, si on regarde notre prochaine date, ça va être le 8 février, donc mardi 8 février à 17h, autour du design. Et j'en profite aussi pour vous parler de la plateforme Les Deep Tech, dans laquelle en fait, on va retrouver une rubrique qui s'appelle Envie d'entreprendre, où nous, côté BPI France, on essaye de capitaliser et de construire un glossaire de la Deep Tech, mais aussi une foire aux questions avec toutes les questions que peuvent se poser les porteurs de projets au moment de démarrer un projet Deep Tech. On a d'ailleurs fait un article sur la répartition de capital que je vais vous partager dans le chat, et on va l'enrichir avec les échanges qu'on a eus aujourd'hui, parce que on a appris de nouvelles choses. Mais du coup, n'hésitez pas à aller sur notre plateforme, à consulter les contenus, et aussi revenir vers nous s'il y a des informations que vous souhaitez voir figurer sur cet espace. Le but, c'est qu'il soit collaboratif au maximum. Voilà. Et avant de partir, je vous rappelle aussi pour alors ceux qui ont participé ou ceux qui sont intéressés d'y assister, on a la répartition de notre Deep Tank hors série autour des synergies entre VC et organismes de transfert, qui aura lieu, alors c'est pas le 23 du 1 parce que je pense que le 23 c'est un dimanche, mais c'est le 24 à 17h. Si vous souhaitez, si vous avez peut-être déjà reçu l'invitation, si vous souhaitez être invité, n'hésitez pas à me contacter par email. Je vais vous mettre mon mail aussi dans le chat, et je vous transférerai l'invitation. Et voilà. Donc normalement, vous avez toutes les infos, et on se retrouve du coup le 8 février pour le prochain mardi de la Deep Tech sur le design. Donc merci à tous d'avoir participé, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée.